Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne un peu tous, je crois. Comment obtenir des résultats vraiment exceptionnels sans forcément s'épuiser. Alors, pour ça, on va explorer les idées fortes de Passer à l'essentiel, le livre de Gary Keller. On se base sur un résumé bien détaillé de l'ouvrage. Notre but, c'est de décortiquer ensemble cette approche qui promet de changer un peu notre façon de voir la productivité, le succès. L'idée de base, c'est de se concentrer sur une seule chose, une seule, pour démultiplier les résultats. Ça peut paraître simple, non? Presque trop beau pour être vrai. Justement, on va creuser un peu, voir ce qu'il y a derrière, déconstruire quelques mythes assez tenaces, et puis découvrir des outils concrets. Prête pour cette exploration? Allons-y. Alors, le cœur du réacteur, si on peut dire, de ce livre, c'est vraiment cette idée de l'essentiel. Il s'agit de trouver et surtout de se focaliser sur la chose la plus importante à un moment donné. Bon, dit comme ça paraît presque évident, mais le livre insiste vraiment sur la puissance de cette focalisation extrême. Il y a cette image assez marrante qu'il cite, tirée d'un film, La vie, l'amour, les vaches. Ah oui, City Slickers. C'est ça. Où un vieux cow-boy dit que le secret de la vie, c'est une seule chose. Un peu mystérieux, quoi. Mais ça plante le décor. Et il y a aussi cette citation de Josh Billings. Oui, le timbre-poste. Exactement. Soyez comme un timbre-poste, restez concentré sur une seule chose jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est tenace un timbre-poste. C'est une approche qui va, c'est vrai, un peu à contre-courant de la culture actuelle. On nous pousse tout le temps à jongler, à être partout, à valoriser le fait d'être occupé, busy comme on dit. Keller lui dit non, stop. Il faut réduire le champ pour, paradoxalement, amplifier l'impact. Et c'est pas juste une théorie, hein. Il raconte sa propre expérience chez Keller Williams Reality. Au début, c'était pas facile, et puis le déclic, ça a été quand il a concentré toute son énergie sur une seule priorité: recruter 14 personnes clés. C'est cette focalisation intense qui, d'après lui, a vraiment fait décoller l'entreprise. Donc l'idée, c'est moins mais mieux. Surtout, le bon moins. Moins, mais le bon moins. Oui, j'aime bien cette formulation. Et pour montrer la puissance de cette focalisation sur le bon moins, il utilise l'image de l'effet domino. Hmm. On connaît tous le principe, évidemment, mais il va plus loin. Il cite B.J. Thornton. Chaque grand changement commence comme une chute de domino. Le livre parle même d'expériences réelles qui montrent qu'un petit domino peut faire tomber un autre 50% plus grand. Et ainsi de suite, c'est une progression géométrique en fait. Ah oui, c'est impressionnant. L'idée, c'est qu'une toute petite action, mais bien choisie, peut lancer une réaction en chaîne avec des conséquences énormes. Et ce qui est vraiment contre-intuitif là-dedans, c'est cette idée que le succès se construit de manière séquentielle. Séquentiel, c'est-à-dire, Pas simultané. On imagine souvent les gens qui réussissent comme des sortes de jongleurs experts, capables de tout gérer en même temps. Keller dit que non, ça c'est une illusion. Les grands résultats, ils viennent de l'identification du tout premier domino, cette action prioritaire, l'essentiel. Et ensuite, on met toute son énergie pour faire tomber celui-là. Une fois qu'il est tombé, il entraîne le suivant, puis le suivant. C'est une approche très linéaire, patiente, focalisée. Tout le contraire de l'éparpillement, quoi. On cherche le point de levier. une progression logique, étape par étape. D'accord, je vois. Mais bon, pour vraiment adopter cette philosophie, Keller dit qu'il faut d'abord se débarrasser de certaines croyances, des idées reçues qu'il appelle même des mensonges. Oui, les mensonges. Et le premier qu'il attaque, mais alors de front, c'est celui qui nous donne l'impression d'être si productif. Le mythe du multitâche. Ah, celui-là, il fait mal, hein. Ah oui, on a tous l'impression d'être plus efficace en faisant 3 trucs en même temps, non? Publius Cyrus, il y a longtemps, disait déjà faire 2 choses à la fois, c'est n'en faire aucune. Carrément. Carrément. Mais c'est appuyé par pas mal de recherches, en fait. Le résumé cite les travaux de Clifford Nass à Stanford, qui sont assez connus. Ces études montraient que les gens qui se disent très multitâches, en réalité, ils sont moins performants sur plusieurs points clés, comme filtrer l'info non pertinente, gérer leur mémoire de travail, ou même passer efficacement d'une tâche à l'autre. Ce qu'on appelle multitâche, en fait, c'est souvent du task switching rapide. On change de focus sans arrêt. Et ça a un coût caché. Un coût caché, c'est-à-dire on croit gagner du temps, mais on en perdrait. Exactement. Chaque fois qu'on passe d'une tâche A à une tâche B, et puis qu'on revient à A, il y a un petit temps de reconfiguration mentale. C'est peut-être juste quelques dixièmes de seconde, quelques secondes. Mais si on additionne ça sur toute une journée, ça fait une perte de temps énorme.
L'American Psychological Association, qui est citée dans nos sources, estime que ce basculement constant peut réduire la productivité jusqu'à 40%. 40%? Mais c'est énorme. Ah oui. Sans parler du risque d'erreur qui augmente, et puis du stress que ça génère, cette fragmentation de l'attention. On pense qu'on jongle bien, mais en fait, on laisse tomber les balles plus souvent qu'on ne le croit. Ça remet sérieusement en question l'organisation de nos journées, hein. Souvent hachées par les emails, les notifs, les collègues qui passent. On se sent réactif, mais en fait, on se tire une balle dans le pied pour les tâches importantes. C'est exactement ça. Bien sûr, il y a une nuance, comme le dit l'APA. L'impact dépend de la complexité des tâches. Répondre à un SMS en regardant la télé, c'est pas pareil qu'essayer d'écrire un rapport compliqué pendant une visio. Oui, d'accord. Mais pour tout ce qui demande de la concentration, de la réflexion, la conclusion de quelle heure reste valable. Le multitâche, c'est un leurre. Ça dégrade la performance. Mieux vaut faire une chose à fond, puis passer à la suivante. Ok, bon, premier mythe à terre. Le deuxième mensonge que Keller dégomme, il est peut-être encore plus ancré dans nos idéaux de vie. C'est la recherche d'une vie équilibrée. Ah, le fameux équilibre vie pro-vie perso. Oui. Et là, il cite Keith H. Emmons de façon assez provocatrice. Il dit « L'équilibre, c'est du vent. La quête d'équilibre n'est pas seulement une entreprise perdante, c'est une souffrance. » C'est violent comme affirmation. C'est provocateur, oui, parce que ça heurte une aspiration qu'on a tous, qui est légitime. Mais l'argument de Keller, c'est que pour atteindre des résultats vraiment extraordinaires dans un domaine précis, que ce soit le travail, le sport, l'art, eh bien, ça demande une concentration et une énergie tellement hors normes que ça crée forcément un déséquilibre. Temporaire, mais un déséquilibre quand même. Essayer de maintenir un équilibre parfait, constant, entre tous les aspects de sa vie, travail, famille, amis, santé, loisirs, ça risque de nous mener à être moyen partout. Parce qu'on ne met jamais assez d'énergie à fond sur un seul truc pour vraiment exceller. Donc il faudrait choisir, genre sacrifier sa vie perso pour réussir au boulot ou l'inverse. Ça semble un peu extrême aussi, non? C'est là qu'il apporte une nuance qui est super importante. Il ne parle pas vraiment d'équilibre, mais plutôt de contrepoids ou de contrebalancement. Contrepoids. Oui, counterbalancing en anglais. L'idée, c'est pas de trouver un état stable figé, genre 50-50. C'est plutôt de gérer activement les déséquilibres. C'est dynamique. On peut très bien choisir de se consacrer à fond à son essentiel professionnel pendant un certain temps, en acceptant que d'autres domaines passent un peu au second plan. Et puis, consciemment, on contrebalance. On remet de l'énergie et du temps de qualité dans sa famille, sa santé, ses passions. C'est une sorte de jonglage, mais une jonglage consciente, intentionnelle. Une jonglerie consciente. D'accord. Donc c'est pas laisser un domaine bouffer tout le reste sans s'en rendre compte. C'est plutôt choisir où on met le paquet intensivement et puis réajuster activement. C'est plus subtil que l'idée tout ou rien, équilibre parfait ou déséquilibre total. Exactement. Mais ça demande une sacrée discipline et une bonne conscience de soi, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Ça demande de faire des choix délibérés sur comment on utilise notre ressource la plus précieuse, notre attention, notre temps, et d'accepter que pour être excellent quelque part, il faut souvent relâcher un peu la pression ailleurs, temporairement. Le but, c'est pas de tout négliger sauf le travail, mais de prioriser de manière stratégique et de compenser ensuite. Compris. Alors, si on accepte de laisser tomber ces mythes du multitâche et de l'équilibre parfait, la question cruciale, c'est comment on l'identifie, cette fameuse une chose, l'essentiel sur lequel il faut tout miser. Et là, Keller propose un outil bien spécifique. Il appelle ça la question fondamentale. C'est vraiment le cœur de sa méthode, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. La voilà, telle qu'elle est formulée dans le résumé. Quelle est la chose que je peux faire de telle sorte qu'en le faisant, tout le reste sera plus facile ou inutile? Ouf, il faut la laisser décanter un peu, celle-là. Elle est très, très puissante par sa structure. Si on la décortique, quelle est la chose? Ça force à chercher une seule chose. Pas deux, pas trois, une. Ça oblige à choisir, à prioriser de manière radicale. Oui, là, sa singularité. Ensuite, que je peux faire? Ça nous ramène à l'action, quelque chose de concret que je peux faire moi-même. De telle sorte qu'en le faisant, là, on met l'accent sur le résultat, l'impact de cette action. Il y a une intentionnalité. Et la partie cruciale, c'est la fin. Tout le reste sera plus facile ou inutile. Ça, c'est le test ultime. Ah oui. L'action qu'on choisit doit avoir un effet de levier maximal. Elle doit soit préparer le terrain pour la suite, rendre les autres étapes plus faciles, soit carrément éliminer le besoin de faire d'autres trucs. C'est vraiment chercher l'action qui a le plus haut rendement.
C'est vrai que cette dernière partie change tout. Ce n'est pas juste quelle est la chose la plus importante, mais quelle est celle qui aura le plus de conséquences positives sur tout le reste. Ça oblige à penser en termes de système, d'effets dominos justement. Exactement. Et le résumé souligne bien que cette question, on peut l'appliquer à tous les niveaux. Pour sa vision à long terme, oui, genre, quelle est la chose à faire pour atteindre mon objectif de carrière? Mais aussi pour sa journée. Quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui? Et même pour l'instant présent, quelle est la chose que je peux faire maintenant? Ça devient une sorte de boussole permanente en fait. C'est exactement ça. Une boussole pour naviguer dans le fouillis, dans le flot constant de demandes et de tâches. Ça aide à passer du mode réactif au mode proactif. C'est un peu comme ce que disait Mark Twain, qui est aussi cité: le secret pour aller de l'avant est de commencer. Le secret pour commencer est de décomposer vos tâches complexes en petites tâches gérables, puis de commencer par la première. La question fondamentale, c'est l'outil pour trouver cette première tâche essentielle. Évidemment, on peut objecter, et les sources le mentionnent, que parfois dans des situations très complexes, avec plein de facteurs liés, la réponse, c'est pas toujours une seule chose évidente. C'est une simplification, c'est sûr. Oui, c'est une critique juste. Dans la vraie vie, c'est souvent plus nuancé, plus gris. Mais même si c'est juste un exercice mental, forcer cette simplification, ça peut être hyper utile pour clarifier ses priorités, non? Plutôt que de se noyer dans la complexité, on cherche le point d'entrée le plus stratégique. Absolument. Même si la réponse n'est pas parfaite ou pas unique, le simple fait de se poser la question régulièrement, ça change la perspective. Ça devient une habitude mentale qui oriente l'action vers ce qui compte vraiment le plus. Le défi, bien sûr, c'est après. C'est de transformer cette identification en action. Une action concrète et protégée. Justement, parlons de la mise en pratique. Identifier l'essentiel, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. Comment Keller propose d'organiser sa vie, son temps, autour de cette priorité? Un concept clé, c'est de vivre par priorité. Il faut lier son but, le grand pourquoi, à la priorité du moment, le quoi faire maintenant. Et pour faire ce lien, il propose une méthode intéressante, la fixation d'objectifs vers le présent. Goal setting to the now. L'idée, c'est de partir de son objectif à très long terme, le un jour, l'objectif de vie, et de le découper en étapes de plus en plus proches. Quel objectif dans 5 ans me rapproche de cet objectif ultime? Puis, quel objectif dans 1 an pour atteindre celui de 5 ans? Et on continue. Objectif du mois, de la semaine, du jour. Et on arrive à la fin à quelle est la chose essentielle à faire maintenant pour atteindre l'objectif d'aujourd'hui? C'est comme utiliser la question fondamentale en cascade en remontant du futur jusqu'au présent immédiat. Ça a l'air super puissant pour rendre concret et actionnable un objectif qui peut sembler lointain ou même un peu intimidant. Et ça aide peut-être aussi à lutter contre ce biais qu'on a tous là, l'escompte hyperbolique. Oui, exactement. Cette tendance à préférer une petite récompense tout de suite plutôt qu'une grosse récompense plus tard. C'est exactement ça. En définissant clairement l'essentiel d'aujourd'hui qui contribue à l'objectif de demain, on donne une valeur présente beaucoup plus forte à cette action. On ne la voit plus comme une tâche isolée, mais comme un maillon crucial de la chaîne qui mène au grand objectif. Ça renforce la motivation pour s'y tenir, pour ne pas la remettre à plus tard. D'accord. Donc on a identifié l'essentiel du moment. Maintenant, comment on lui fait de la place concrètement dans nos agendas qui sont souvent surchargés? Le livre insiste beaucoup sur le time blocking, le blocage de temps. Il y a une citation de Margarita Tartakovsky qui résume bien. La productivité ne consiste pas à être occupé. Il s'agit de prioriser, planifier et protéger votre temps. Le time blocking, c'est l'outil pour ça. C'est la traduction opérationnelle de la priorisation. Le principe est simple, en théorie du moins. On réserve dans son agenda des blocs de temps spécifiques, idéalement plusieurs heures d'affilée. Et ces blocs sont dédiés exclusivement à travailler sur son essentiel. On les traite comme les rendez-vous les plus importants de la journée, non négociables. Non négociable. Pas de réunion, pas d'email, pas d'interruption pendant ce temps. Sacré. Temps sacré. Ça demande une discipline de fer, ça. Et le résumé souligne un point important. Il faut aussi bloquer du temps pour d'autres choses qui sont essentielles, comme le repos et la planification elle-même. Oui, c'est fondamental. C'est pas juste bloquer du temps pour faire, mais aussi pour recharger les batteries et pour réfléchir. Tout à fait. Keller insiste beaucoup là-dessus. La haute performance, ça ne dure pas si on ne récupère pas. Donc, il faut planifier les pauses, le temps libre, le sommeil. C'est crucial. Et il faut aussi bloquer du temps pour la réflexion stratégique, revoir ses objectifs, se reposer la question fondamentale, planifier les prochains blocs de temps.
Sinon, on risque de faire la mauvaise chose, même si on l'a fait de manière très concentrée. Ah oui, pas bête. Le time blocking, ça protège l'action, mais ça doit aussi protéger la réflexion et la récupération. Et protéger ses blocs. Ça nous ramène à un autre point clé, la capacité à dire non. Ah, le fameux non? Ah, on veut aider, on veut pas décevoir, on accepte les opportunités qui passent. Mais chaque oui qu'on dit à quelque chose qui n'est pas essentiel, c'est un non implicite à notre essentiel. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Pour protéger son temps bloqué, il faut absolument être capable de filtrer les demandes, les sollicitations, et de refuser poliment, mais fermement, ce qui n'est pas aligné avec la priorité du moment. L'exemple de Steve Jobs qui revient chez Apple et qui coupe drastiquement dans la gamme de produits, il est très parlant. Oui, c'est vrai. Il a dit non à plein de projets qui étaient peut-être bons en soi pour pouvoir concentrer toutes les ressources sur quelques produits qu'il voulait exceptionnels. Dire non, c'est pas forcément rejeter l'autre personne, c'est dire un grand oui à sa propre priorité. C'est un changement de perspective important, ça. Le non comme un outil de focalisation. Ça demande du courage, j'imagine. Surtout dans certaines cultures d'entreprise où être débordé et dire oui à tous, c'est presque valorisé. C'est un vrai défi, oui. Culturel et personnel. Apprendre à évaluer vite les demandes, à négocier les délais, à proposer des alternatives, ou parfois simplement à dire non, désolé, je ne peux pas m'engager là-dessus pour l'instant. Je dois me concentrer sur X. Ça fait partie intégrante de la méthode. Sans cette compétence, le time blocking, ça reste juste une jolie case colorée dans l'agenda, mais qui est constamment envahie par les urgences des autres. Ok. Donc, tout cet ensemble, identifier l'essentiel avec la question fondamentale, relier le présent au futur, bloquer et protéger son temps, apprendre à dire non, ça forme un système assez cohérent. Et le but ultime, si je comprends bien, c'est de passer d'une vie où on est actif, mais un peu dispersé, à une vie où on accomplit des choses de manière ciblée, pour atteindre ces fameux résultats extraordinaires. C'est la promesse, oui. Passer de l'agitation, du busy, à l'action intentionnelle, puissante. Et au-delà des résultats qu'on peut mesurer de l'extérieur, il y a peut-être aussi une dimension plus profonde, liée au sens, à l'alignement avec soi-même. Justement, ça m'amène à la réflexion finale qui était suggérée par nos sources. Le livre mentionne les regrets qui sont souvent exprimés en fin de vie, et notamment celui assez poignant de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à soi-même, plutôt que la vie que les autres attendaient. Oui, c'est une référence assez fréquente dans les travaux sur le bien-être, sur le sens de la vie, et le lien avec l'approche de l'essentiel, il est intéressant. On pourrait se demander, est-ce que le fait de s'efforcer jour après jour, d'identifier et de poursuivre activement ce qui compte vraiment pour soi, son essentiel personnel, son essentiel professionnel, est-ce que ce n'est pas au fond la meilleure stratégie pour construire une vie qui soit alignée avec ses propres valeurs, ses propres aspirations ? Et du coup, potentiellement, prévenir ses regrets futurs. Se concentrer sur ça une chose. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'assurer qu'on vit sa propre vie et pas celle qui est dictée par l'urgence ou par les attentes des autres ? Une question assez vertigineuse pour conclure notre exploration aujourd'hui. Se pourrait-il que la clé de la productivité extraordinaire soit aussi, d'une certaine manière, une clé pour une vie sans regrets ? Ça donne à réfléchir. Merci et à bientôt.